Coupons la Terre en deux. Tu peux voir toutes ces couches. Voici le noyau interne. Il est environ 40 fois plus chaud que l'intérieur de ton four. Voici le manteau, un océan de lave chaude. Voici la croûte terrestre, la surface solide sur laquelle vit notre civilisation. Mais si tu lèves les yeux, il y a de nombreuses couches en plus de l'atmosphère et de la couche d'ozone. Les scientifiques ont récemment découvert une étrange bulle qui protège notre planète des radiations. Et non, ce n'est pas le champ magnétique de la Terre. Cette bulle est faite d'ondes radio. Nous les utilisons pour communiquer. Notre planète brille comme un sapin de Noël dans le spectre radio. Mais nous allons nous intéresser aux ondes de très basse fréquence, celles qui nous permettent de rester en contact avec les sous-marins. Donc, les ondes radio sont comme des ondes lumineuses ou des ondes océaniques ordinaires. Regarde celle-là. La distance entre les deux pics correspond à la longueur d'onde. Et le nombre de ces ondes sur une période de temps est la fréquence. Par exemple, il y a 10 vagues dans cet intervalle d'une seconde. Alors, peux-tu deviner la fréquence de cette onde? Oui, c'est 10 Hz. Les téléphones portables utilisent des ondes d'une fréquence de 300 à 3000 MHz. Donc, ajoute 6 zéros de plus à ce nombre. Mais les ondes de cette fréquence ne traversent pas bien les obstacles. Pense au fait que tu perds la connexion de ton téléphone portable lorsque tu traverses un tunnel. C'est parce qu'il y a du métal à l'intérieur. C'est un matériau conducteur qui affaiblit beaucoup les ondes radio. L'eau salée est aussi une sorte de conducteur. Ainsi, si le sous-marin est assez profond, l'épaisse couche d'eau affaiblit le signal. Et nous perdons la communication. Pour la maintenir, on envoie moins d'ondes, mais on les allonge. Dans le même laps de temps, la fréquence des ondes courtes sera beaucoup plus élevée que celle des ondes longues. C'est pourquoi on les appelle des ondes à très basse fréquence. Mais il s'avère que ces ondes voyagent partout sur la Terre et même dans l'espace. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les ondes entrent en collision avec les particules de radiation du Soleil. Nous pensons que le Soleil est un aimable géant qui nous donne de la lumière et de la chaleur, mais il émet en fait de nombreux rayonnements nocifs. Chaque éruption ou décharge électrique de matière de notre étoile natale provoque une explosion de radiation encore plus importante. Ces particules volent vers notre planète, tout comme le font les ondes radio. Elles parcourent 93 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre en 8 minutes et s'écrasent sur notre bulle qui fait office de bouclier. En gros, les particules de radiation du Soleil s'accumulent dans les ceintures de radiation autour de la Terre. Le champ magnétique de notre planète les piège. Et une bulle d'ondes de très basse fréquence récemment découverte se trouve juste en dessous de cette ceinture de radiation. Elle nous aide à repousser une partie des émissions nocives. L'analyse d'anciennes études a confirmé que les ceintures de radiation étaient autrefois beaucoup plus basses et plus proches de la Terre. Mais lorsque notre civilisation a commencé à utiliser la radio de manière intensive, nos ondes ont fait remonter notre ceinture plus haut. Personne ne s'attendait à un tel effet de simples ondes radio, mais cela nous donnera un moyen de protéger les astronautes dans le futur. Quand tu es sur Terre, son champ magnétique te protège des radiations. Tu peux physiquement le voir lorsque les particules chargées du vent solaire font briller les particules d'air au pôle de notre planète. C'est une aurore. La prochaine fois que tu contempleras cette beauté, sache que c'est en fait la Terre qui te protège de certains rayons extrêmement nocifs. Mais si tu es en dehors du champ magnétique terrestre, quelque part dans l'espace, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Rien ne te protège là-bas. C'est un gros problème pour les astronautes qui passent des mois dans la Station spatiale internationale. Peut-être les scientifiques apprendront-ils à créer des bulles protectrices d'ondes de très basse fréquence autour des stations spatiales et des vaisseaux spatiaux. Il en va de même pour les autres planètes. Nous allons probablement coloniser Mars un jour, et il n'y a pas de champ magnétique là-bas, et rien ne peut te protéger des radiations. Mais si tu crées une bulle artificielle là-bas, tu peux réduire les radiations nocives. Une autre bulle invisible qui nous protège est l'atmosphère. C'est comme un gâteau en couche ou un oignon. Chaque niveau de l'atmosphère a ses propres propriétés. La couche la plus basse dans laquelle nous vivons est la troposphère. Cette couche contient 80% du poids de tout l'air de la planète. C'est aussi le principal endroit où réside la vapeur d'eau. Et c'est là que fonctionne la machine appelée météo. Le Soleil envoie des rayons d'énergie vers la Terre. La surface de notre planète les reflète et réchauffe l'air de la troposphère. Cela le fait bouger et changer de place avec l'air froid. Ainsi, le vent, les cyclones, les tempêtes et les tornades se produisent uniquement dans la troposphère, jusqu'à environ 12 km d'altitude. C'est pourquoi les avions commerciaux volent à une altitude d'environ 10 km. Le vent ou d'autres mauvaises conditions météorologiques n'affectent pratiquement pas cette zone. Et l'air ici n'est pas aussi dense qu'il l'est sur Terre.
Voler à 1,5 km au-dessus du niveau de la mer, c'est comme se déplacer dans un biscuit. C'est dur. Mais à une altitude de 15 km, on a l'impression de se déplacer dans une crème fouettée légère. L'avion ne ressent presque aucune résistance. C'est donc gagnant-gagnant. On économise du carburant et les passagers sont en sécurité. L'inconvénient majeur est qu'il fait très froid et que l'on ne peut pas respirer. C'est froid parce qu'il y a très peu de molécules d'air pour absorber la chaleur du sol et la transférer aux autres. Pour la même raison, tu ne pourrais pas respirer ici. C'est pourquoi les avions sont équipés de masques à oxygène, juste au cas où. Allons un peu plus loin. Voici la stratosphère. Il y a encore moins de molécules d'air ici, et c'est là que volent les sondes météorologiques. Ce sont des sortes de petits ballons équipés d'ordinateurs que les gens utilisent pour prédire le temps. Cette partie de l'atmosphère contient également la fameuse couche d'ozone. C'est notre bouclier contre les rayons ultraviolets néfastes. L'ozone est presque identique à l'oxygène, sauf qu'il contient 3 atomes. Lorsque les rayons ultraviolets nocifs pénètrent dans notre atmosphère, ils s'écrasent sur la molécule O3. Le rayon brise la molécule en O2 et en un autre atome d'oxygène. Le rayon lui-même est converti en chaleur, mais l'ozone se régénère rapidement. Un seul atome d'oxygène rejoint l'O2 et la molécule d'ozone est prête à nous protéger à nouveau. C'est le bouclier invisible qui nous protège des rayonnements. Il a donné naissance à toute vie sur Terre. Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde.
celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres, en revanche, ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces, ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard? Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Tout le monde embarque! Bienvenue à bord du vaisseau de croisière intergalactique. Ton billet comprend une visite du groupe local de galaxies, avec notamment la grande et la petite galaxie de Magellan, la nébuleuse d'Orion, les galaxies d'Andromède et du Triangle, et quelques surprises supplémentaires. Ton billet, s'il te plaît. Sache que tu pourrais ressentir un léger picotement lorsque nous passerons en hyperespace. Le vaisseau et tout ce qu'il contient subit un changement de phase dimensionnel. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les picotements disparaissent rapidement. Chers passagers, nous nous dirigeons vers la latitude galactique 180 degrés, le nord, comme les terriens ont l'habitude de l'appeler. Notre premier objet de curiosité sera une intense région de formation d'étoiles, connue sous le nom de M42, la nébuleuse d'Orion. Mais d'abord, une surprise spéciale du capitaine qui ne figure pas sur l'itinéraire annoncé. La nébuleuse de la tête de cheval. Elle se trouve à bâbord, c'est-à-dire à gauche pour toi. Son nom officiel est M43. L'étoile naissante au sommet de la tête de cheval crée un fort vent solaire et déforme le nuage nébulaire. Regarde-le bien maintenant, car dans quelques milliers d'années, ces gaz seront complètement soufflés par la nébuleuse stellaire qui a donné naissance à notre Soleil. Et oui, disparu à jamais, à l'exception des gaz nébuleux capturés par Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, l'une de nos jeunes exploratrices pose une question. Que signifie le M de M42 et M43? Eh bien, le M signifie Messier. Il fait référence à Charles Messier, un astronome français du XVIIIe siècle. Il a publié un catalogue de 110 objets flous vus à travers l'un des premiers télescopes. La nébuleuse de la tête de cheval était le numéro 43 sur la liste. Nous verrons bien d'autres M en poursuivant notre visite. Admire plutôt, nous arrivons à la nébuleuse d'Orion. Les gaz de la nébuleuse peuvent sembler moins colorés que ceux à quoi tu t'attendais. C'est parce que nous sommes habitués à voir des clichés télescopiques à longue exposition et des photos retouchées conçues pour mettre en valeur les différents gaz de la nébuleuse. Nous suggérons d'utiliser la paire de lunettes teintées qui se trouve dans ton kit de vol, si tu veux améliorer ton expérience visuelle.
Et c'est parti! C'est une bonne chose que nous soyons en hyperespace. Alors que nous nous approchons de l'amas d'étoiles du trapèze au centre, l'étoile brillante Θ C envoie un vent solaire soufflant à 8 millions de km/h, qui sculpte tout ce nuage de gaz et de poussière, créant des ondes de choc qui compriment les étoiles proches. Θ C est une méga-étoile, 200 000 fois plus brillante que le Soleil. Elle deviendra une supernova dans environ 1 million d'années. L'oxygène, l'hydrogène et le soufre brillent à l'état ionisé, comme une ampoule fluorescente. L'oxygène est bleu, l'hydrogène est rouge, le soufre vert, et la poussière brille en jaune orangé. Lorsque nous sortons de la nébuleuse d'Orion et que nous nous élevons au-dessus du plan galactique, les bras en spirale de la Voie lactée deviennent visibles. Notre Soleil, que tu ne peux pas distinguer à cette hauteur au-dessus de la galaxie, se trouve dans l'éperon d'Orion, qui se trouve entre le bras extérieur de Persée et le bras intérieur du Sagittaire. Tu peux remarquer que le centre de la Voie lactée arbore une barre magnétique étincelante qui joue un rôle essentiel dans la formation des étoiles. Plus de 70% des galaxies proches comportent de telles barres magnétiques. C'est le signe d'une galaxie mature. Seulement 20% des galaxies lointaines contiennent des barres magnétiques dans leur noyau. Au fait, chers passagers, le bar à jus est maintenant ouvert. Notre serveur, H1, va prendre vos commandes. Voici la galaxie d'Andromède, loin, très loin sur le côté bâbord. Mais permets-nous d'attirer ton attention sur les nombreuses galaxies naines, plus de 40 d'entre elles, qui peuplent notre voisinage galactique. Nous nous dirigeons vers l'une d'entre elles à présent, le Grand Nuage de Magellan. GNM, pour les astronomes, est une galaxie satellite naine irrégulière de la Voie lactée, contenant environ 30 milliards d'étoiles. Elle abrite une région de formation d'étoiles dynamiques, appelée la nébuleuse de la Tarentule, que nous allons traverser sous peu. Bien sûr, s'il y a un grand nuage de Magellan, il doit y avoir un petit nuage de Magellan, PNM. Le voilà, en dessous et à gauche de son grand frère. La Voie lactée finira par ingérer les deux galaxies naines. Certains préfèrent le terme accrété, mais le résultat est le même. Si tu utilises à nouveau tes lunettes teintées, tu peux voir que le GNM a arraché une énorme quantité de gaz au PNM au cours de leur interaction gravitationnelle pendant des millions d'années. Nous nous dirigeons maintenant hors de la Voie lactée à une distance d'environ 50 km/s, c'est-à-dire 50 000 parsecs ou environ 163 000 années-lumière. Mais au fait, qu'est-ce qu'un parsec? Un parsec correspond à environ 3,26 années-lumière, sachant qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Le mot parsec est une combinaison de deux mots, parallaxe et seconde. La parallaxe est le décalage qu'un objet semble opérer lorsqu'il est observé de deux points de vue différents. En regardant un objet avec ton œil gauche, puis ton œil droit, tu verras que l'objet semble se déplacer. C'est la parallaxe. Lorsqu'un objet astronomique est photographié depuis la Terre, puis à nouveau 6 mois plus tard, lorsqu'elle se trouve de l'autre côté du Soleil, le décalage est mesurable en degrés d'arc ou en minutes d'arc, en secondes d'arc et jusqu'à des millisecondes d'arc. Un parsec est une parallaxe d'une seconde d'arc, qui correspond à environ 3,26 années-lumière. Comme tu ne peux pas vraiment mesurer une année-lumière avec une règle ou un mètre à ruban, les parsecs sont un moyen scientifique d'indiquer la distance d'une étoile ou d'un objet à l'intérieur de la galaxie. Plus la parallaxe est grande, plus l'objet est proche. Plus la parallaxe est petite, plus il est éloigné. Tout droit au cœur de la nébuleuse de la Tarentule se trouve l'amas d'étoiles R136. À une distance d'une année-lumière, il y a plus de 40 étoiles, ayant chacune une masse plus de 50 fois supérieure à celle du Soleil. En comparaison, on ne trouve pas une seule autre étoile à moins de 4 années-lumière de notre étoile mère. Ce qui est une bonne chose. Tu peux observer la supernova 1987A à environ 2 heures au-dessus de toi. Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet.
La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le soleil le fait par rayonnement. Cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre. Donc l'énergie du soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le soleil n'est pas vraiment jaune. Il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre. Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues. Entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le soleil comme étant jaune car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du soleil. Ainsi, le reste de la surface du soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète. Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète. Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune.
C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est ce qu'a dit Neil Armstrong, le premier humain à avoir posé le pied sur la surface de la Lune. Il s'y trouvait avec Buzz Aldrin, passant 2h30 sur la surface lunaire. La préparation de ce projet a pris 2 ans et tout l'équipement que les astronautes transportaient pesait plus de 80 kg. Il n'a pas été facile de se poser sur la Lune. De nombreuses tentatives dans l'histoire se sont soldées par des échecs. Par exemple, les astronautes de l'un des programmes Apollo disposaient de suffisamment de carburant pour envoyer des personnes sur la surface lunaire en 3 jours seulement. Mais comme ils voulaient économiser du carburant, il leur a fallu plus d'1 mois pour y arriver. Il n'y a pas de GPS pour te dire où atterrir exactement. Le vaisseau spatial voyage vite et il doit ralentir dans le vide sans avoir assez d'informations. Mais depuis 1969, 12 personnes y ont déjà marché. La Lune est le seul corps spatial que les humains aient visité jusqu'à présent. Les autres n'ont été visités que par des robots. Mais toutes ces personnes n'étaient là que pour une courte visite. La NASA a annoncé son programme visant à établir une présence permanente sur la Lune. Cela aiderait la recherche scientifique et pourrait être un bon point pour apprendre à faire de même sur d'autres missions, comme celle sur Mars. Imagine être la 13e personne à aller sur la Lune. Un silence effrayant, de la poussière de Lune sous tes pieds, et rien d'autre qu'un ciel noir infini avec des étoiles partout autour de toi. Mais tu n'as pas le temps d'admirer la vue. Il y a beaucoup de problèmes que tu dois résoudre avant d'atterrir. Tout d'abord, notre corps est comme une machine adaptée aux conditions de la Terre, comme la gravité, l'atmosphère, l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. C'est sur notre planète que nous fonctionnons de manière optimale. Notre gravité est 6 fois plus forte que celle de la Lune, dont les conditions sont pratiquement comparables à celles du vide. Quoi que tu fasses, ce ne serait pas malin de retenir ta respiration dans de telles conditions. L'air serait arraché à ton corps. L'oxygène encore présent dans celui-ci se dilaterait avec les fluides corporels. Il pousserait contre les vaisseaux sanguins et les tissus organiques. Ton corps, tes jambes et tes bras perdraient leur forme actuelle et gonfleraient comme un ballon, jusqu'à doubler leur taille normale. Si tu restais dans cet état plus longtemps, tu ne survivrais pas. Mais tu n'exploserais pas. Ta peau est assez élastique et elle maintiendrait ton corps ensemble. Les liquides de ton corps qui seraient exposés s'évaporeraient. La surface de tes yeux et de ta peau, tout se mettrait à bouillir. La salive bouillirait littéralement sur ta langue, mais le sang serait toujours liquide. Les parois des vaisseaux le protégeraient de l'ébullition. Pas d'atmosphère, pas d'oxygène non plus. L'oxygène qui se trouve déjà dans tes poumons disparaîtrait rapidement et tu n'aurais plus rien à respirer. Si tes organes cessaient de recevoir de l'oxygène, généralement acheminé par le sang vers les différentes parties de ton corps, tu t'évanouirais parce que ton cerveau cesserait de fonctionner. Cela se produirait dans les 15 premières secondes. C'est le temps dont dispose ton corps pour utiliser l'oxygène restant dans le sang afin que le cerveau continue de fonctionner. Reste comme ça plus longtemps et adieu mon pote. Pas de couche d'ozone, pas de champ magnétique puissant, l'atmosphère de la Lune a une densité similaire à celle des couches supérieures de l'atmosphère terrestre où se trouve la Station spatiale internationale. Cela signifie que ton corps serait exposé à tous ces dangereux rayonnements ionisants de l'espace que nous ne pouvons pas ressentir aujourd'hui parce que les couches qui entourent la Terre nous protègent. Sur Terre, nos muscles et nos os sont conçus pour résister à la force gravitationnelle. Sans gravité, nous commencerions à perdre nos muscles et nos os s'affaibliraient. C'est comme avec le blobfish, une créature marine qui ressemble à l'animal le plus triste de la Terre. Ce poisson vit dans les profondeurs de l'océan. Là-bas, il ressemble à la plupart des autres poissons, juste un peu plus effrayant. Mais lorsqu'il est à l'air libre, il devient plat et son corps entier ressemble à un pudding bizarre et triste, tout cela à cause des différences de pression. La Lune te ferait ressembler à un blobfish à cause des changements radicaux de pression atmosphérique. Il n'y a pas de pression qui tiendrait ton corps ensemble. Sur Terre, une colonne d'air exerce une pression d'environ 15 à 20 tonnes sur toute la surface de ton corps. Nous ne la remarquons pas car cette colonne d'air exerce une pression égale sur le corps de tous les côtés. Il y a aussi de l'air à l'intérieur de ton corps. La pression interne est la même que celle de l'atmosphère. Et sur la surface lunaire, il n'y a pas de pression extérieure pour la maintenir. Il fait également très froid là-haut. Les températures changent radicalement, passant de 120 degrés Celsius le jour à moins 133 degrés Celsius la nuit. Une journée sur la Lune dure 29 jours terrestres. Cela signifie que tu passerais 14 jours et demi dans une lumière insupportable et les 14 jours et demi suivants dans une obscurité cosmique effrayante. Ton corps pourrait éventuellement geler si c'est la nuit, comme dans d'autres endroits de l'espace. Selon l'endroit où tu te trouves, cela se produirait dans les 12 à 26 heures. Ou si tu visitais la Lune au cours d'un seul après-midi normal, tu serais brûlé vif.
il est préférable de faire comme Apollo 11 et de venir à l'aube. La surface lunaire n'est plus très froide et elle n'a pas eu le temps de devenir extrêmement chaude. Tu tombes directement au cœur du trou noir et tu te prépares à une triste fin. Eh bien, ce n'est pas si sûr. Tomber dans un trou noir ne te tuera pas forcément, ni ne détruira ton vaisseau spatial. Mais tu devras choisir un trou noir de grande taille pour espérer survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, son horizon des événements est trop étroit et la gravité augmente à chaque centimètre vers le bas. Donc si tu mets ton bras en avant, la gravité au niveau de tes doigts sera beaucoup plus forte qu'au niveau de ton coude. Ta main va donc s'allonger et tu ressentiras une certaine gêne, voire une atroce douleur. Mais ce n'est pas la même histoire si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est large et la gravité n'y change pas aussi rapidement. La force que tu ressentiras sur tes talons et au sommet de ta tête sera donc à peu près la même et tu pourras aller jusqu'au cœur du trou noir. Et voilà, ce mythe a été déconstruit. Le suivant prétend que nous pouvons sauver la Terre d'un astéroïde géant en le faisant exploser avant. Le scénario est le suivant. Un vaisseau spatial atterrit à la surface de l'astéroïde. Une équipe d'astronautes y perce rapidement un trou, y laisse un colis piégé et s'envole. Et puis, boum! L'astéroïde va effectivement se briser en plusieurs morceaux, mais va poursuivre sa course vers la Terre. De gros morceaux vont tomber sur notre surface, causant de gros dégâts. La mission est un échec. Pour sauver la Terre, nous avons effectivement besoin d'un gros boom. Non pas à l'intérieur de l'astéroïde, mais juste au-dessus de sa surface. Lorsque le boom se produira, la force de l'explosion poussera l'astéroïde légèrement vers le bas. Même un léger changement de trajectoire serait suffisant pour que l'astéroïde passe au large de la Terre. Mission accomplie. Oh, et si on provoquait un gros boom sur un astéroïde, on ne pourrait pas en entendre le bruit. Dans les films, on entend toujours le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace. Mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage à cause des vibrations des molécules. Une personne applaudit à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour propager le son, il faut des molécules comme celles de l'air ou de l'eau. Dans notre atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide, donc il n'y a rien. Tu peux taper bruyamment des mains, il n'y aura tout simplement pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Encore un mythe sur les astéroïdes. Il va falloir aller un peu plus loin que l'orbite de Mars. Nous voilà dans une ceinture d'astéroïdes et nous devons constamment esquiver des rochers géants et des blocs de glace. Nous sommes entrés dans un nuage dense d'astéroïdes. En fait, non. Il s'avère que l'espace est immense et que les distances y sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Il n'y en a donc vraiment pas tant que ça. Pour comprendre la taille du vide dans l'espace, prenons le cas de la collision entre deux galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Un autre mythe est que la gravité nulle existe dans notre orbite. Imagine que tu sois dans une énorme boîte à 16 km dans les airs. Maintenant, on lâche la boîte et elle commence à tomber. Tu tombes en même temps que la boîte à la même vitesse. Et là, c'est comme si tu ressentais une gravité zéro. La même chose se produit en orbite. La Station spatiale internationale se trouve à 400 km au-dessus de la Terre. Et elle tombe continuellement, non pas sur la surface de la planète, mais autour d'elle, dans son orbite. Sa vitesse est d'environ 7,6 km par seconde. Elle pourrait traverser les États-Unis de la côte ouest à la côte est en seulement 8 minutes. Les astronautes y expérimentent la même chose. Ils tombent avec l'ISS à cette même vitesse. Maintenant, regardons la Lune. Elle ne nous montre toujours qu'une seule face. Cela signifie-t-il que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil n'y parviennent jamais? Non, c'est encore un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. Mais il se trouve que cette rotation est parfaitement synchronisée avec celle de la Terre. Donc, quand tu regardes la Lune, tu n'en vois toujours qu'un seul côté. Bien qu'il y ait des jours où le Soleil y brille aussi, ce n'est pas la face cachée mais la face opposée. Nous avons même des photos de cet endroit. Et on y trouve l'un des plus grands cratères de tout notre système solaire, le bassin du pôle sud, Aitken. Il est aussi large que 2 fois le Texas. Un des mythes qui s'est avéré être faux est que les humains ne sont jamais allés sur la Lune.
Voici la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci là-bas. En fait, si, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes ne les ont pas emportés quand ils ont quitté la Lune. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même arraché les accoudoirs des sièges dans le module lunaire pour réduire son poids. Aujourd'hui, le poids total des déchets humains sur la Lune est d'environ 187 tonnes, comprenant plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, des étages de fusées et des sondes lunaires. C'est l'équivalent de 3 Boeing 737. Le mythe suivant concerne l'été. Il stipule que la saison chaude arrive parce que la Terre se trouve à sa distance la plus proche du Soleil sur une année. Le Soleil réchaufferait alors davantage notre planète et viendrait le moment d'aller à la plage. Ce n'est pas vrai. Traçons un axe à travers notre planète. Elle est légèrement inclinée d'un côté. L'hiver arrive lorsque l'axe de notre planète est incliné loin du Soleil. Mais au fil du temps, l'axe s'incline vers l'étoile chaude. Ses rayons brillent alors sous un angle tel qu'il fait plus chaud. Il est vrai cependant que la Terre se trouve à différentes distances du Soleil selon la saison. C'est parce que notre orbite n'est pas un cercle parfait, mais légèrement aplati. Autrement dit, une ellipse. Normalement, la distance à notre étoile est d'environ 150 millions de kilomètres. Mais cette distance peut varier de 5 millions de kilomètres selon le point de notre orbite où nous nous trouvons. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. Allons voir de plus près pour le constater. Tu regardes par la fenêtre et... il est blanc. Le Soleil ne nous apparaît jaune qu'à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment la lumière de l'étoile. Toutefois, les étoiles existent bel et bien en différentes couleurs. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vive. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se trouve à peu près au milieu de ce spectre. Tu as aussi entendu dire que si tu enlèves ta combinaison spatiale dans l'espace, tu vas exploser comme un ballon. Eh bien, nos corps sont conçus pour fonctionner sous la pression de l'atmosphère. Mais l'espace est un vide. Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile. C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri b avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz. C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés. Et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc.
Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN. Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même. Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction, et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder. Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là. Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite, ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète.